Oui, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? Heu, il y a quelque chose, qui ne va pas dans la manière dont on est informé. C'est structurel, c'est-à-dire que 9 personnes ou 10 personnes tiennent pratiquement l'ensemble des médias. Il y a en fait une pseudo-diversité et une réelle unanimité, pour pas dire unanimisme. Donc, heu, cette pseudo-diversité entretient les gens dans l'idée que finalement ce sont des gens différents qui disent la même chose. Si des gens différents disent la même chose, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est la vérité. Et en réalité, ils, tous ces gens des médias, les médias sont dans un état pour moi, de corruption. De corruption, je pense que le mot est vraiment tout à fait à sa place. Je développe d'ailleurs cette thèse dans mon livre, euh, qui, qui, comment dire, qui devrait susciter la méfiance, le rejet, etc. Tous partagent la même idéologie. Toute personne qui n'est pas dans la même idéologie ne peut pas être journaliste, en réalité. Il sera exclu. Il perdra son emploi. Il ne peut pas dire certaines choses. Et les médias, c'est ça qui m'a, disons, presque révolté, si on peut dire. Au bout d'un an de guerre, je me suis beaucoup informé, j'avais absolument pas l'intention d'écrire un livre, et puis c'est venu progressivement, et je me suis mis à travailler, bon, en juin 2023, et puis j'ai terminé assez vite finalement. Je suis plutôt quelqu'un de lent, mais là j'ai été plus vite que d'habitude. Et donc en novembre, tout était terminé. Et donc la question, c'est comment est-on informé? Et là, évidemment, il y a un précédent pour moi absolument flagrant et qui m'a poussé à écrire mon premier livre, qui était consacré au journal Le Monde, tel qu'il a informé, ou plutôt désinformé, de la question yougoslave. Et là, les omissions, les manipulations étaient quand même assez effarantes à l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est pareil, ça n'a pas changé, sauf que les enjeux, c'est pareil en matière de désinformation, de malhonnêteté intellectuelle, de positionnement plus que discutable, des omissions systématiques de faits absolument indispensables à la compréhension des événements. Par exemple, dans le cas de la guerre en Bosnie, ce sont les musulmans, non pas les musulmans, mais le chef des musulmans bosniaques, qui a une responsabilité très lourde dans le déclenchement de la guerre. Il a bafoué un accord qu'il avait lui-même signé. Il a retiré sa signature, qui était un accord de paix. Et il l'a fait sous la pression de l'ambassadeur des États-Unis. Donc ça, c'est quand même un fait important. Il y en a d'autres, y compris d'ailleurs sur Srebrenica, même s'il y a eu effectivement un crime de guerre à Srebrenica, ce n'est pas dans les conditions et ce n'est pas un génocide. Ça, c'est vraiment. Or, on a fait croire que l'offensive des Serbes, les offensives qui ont eu lieu, qui étaient cruelles, la question n'est pas là, mais la cruauté existait dans tous les camps. C'est ça le problème. C'est facile de faire de l'information quand vous multipliez par 10, par 20 ou par 100 les crimes d'un d'un protagoniste et que vous taisez complètement ceux des autres protagonistes. C'est comme ça qu'on fait l'information en France et d'ailleurs dans le monde occidental en général. Donc effectivement, cela, disons, suffisamment indigné pour que je me mette à travailler, ce que j'ai fait pendant de longues années. Et ensuite, le processus a été assez identique, sauf qu'il était plus rapide pour ce qui est de l'Ukraine. Comment combattre cette dérive de l'information qui est elle est extrêmement grave, cette dérive, au-delà du fait qu'on met dans la tête des événements faux et que l'on ne leur permet pas l'accès à des événements réels et absolument indispensables à la compréhension du conflit. En dehors de cela, il y a le formatage en vue de la guerre. C'est ça la question. Fondamentalement, c'est ça. C'est le consentement à la guerre qui est précisément l'objectif commun de tous les médias français et occidentaux. C'est ce qu'ils veulent. Et ils veulent otaniser les esprits. Ils réussissent très bien. Hein, je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour le moment, c'est une opération réussie. Mais c'est assez facile de réussir une opération de ce genre quand on a tous les moyens, l'argent
l'État et tel ou tel organisme juridique, etc. Je pense au TPI. Quand on a tout ça dans les mains, c'est facile. Les gens sont légitimistes par nature. Donc pour eux, qu'est-ce que c'est? Une radio qui dit une chose, même fausse, bah, ça doit être vrai parce que c'est un pouvoir légitime que celui de telle ou telle radio. Évidemment, la radio d'État, France Inter, etc. Ou Le Monde, c'est un pouvoir médiatique légitime. Donc s'il le dit, ça doit être vrai. Donc comme les gens sont légitimistes et que les médias légitimes, entre guillemets, sont tenus par des atlantistes, c'est très facile de convertir une population à la guerre. Jusqu'à un certain point, mais comme disait Napoléon, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Bon, donc avec les médias, c'est un peu la même chose. On peut tout faire, on peut manipuler les gens, on peut leur mentir longtemps, mais quand il va s'agir de les envoyer au front, là, les choses peuvent quand même changer. Et surtout, pourquoi? Là, quand les gens doivent risquer leur vie, il faut qu'ils sachent pourquoi, si possible. Parfois, ils se trompent d'ailleurs. Hein, même quand ils risquent leur vie en masse, comme les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, comme les Ukrainiens aujourd'hui. Hein, effectivement, on leur a mis dans la tête un certain nombre de choses et ils y croient. Mais il faut lutter contre ça. Voilà, donc mon texte était, disons, effectivement, consistait en 3 parties, revenir sur la question de l'OTAN, donc ce dont j'ai parlé dans une autre vidéo, revenir bien sûr sur les conditions absolument scandaleuses et même abjectes dans lesquelles le pouvoir ukrainien actuel est arrivé à la tête de l'État. J'y consacrerai une autre vidéo ultérieurement. Et puis, évidemment, il y a la question du nazisme. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Ukraine, c'est là où on a inventé la chambre à gaz, en quelque sorte. Parce que les conditions de l'extermination, principalement des Juifs, ont été tellement atroces que même les bourreaux avaient du mal à accomplir cette tâche. C'est pour ça que on a inventé la chambre à gaz pour éviter aux bourreaux allemands et ukrainiens les souffrances psychiques inévitables qui sont le fait de gens qui exterminent par centaines de milliers des hommes, des femmes et des enfants. Oui, c'est pour ça qu'on l'a inventé. Et donc, ce qui est peut-être le moteur essentiel de mon livre, c'est de voir que les auteurs ukrainiens, bien sûr que les auteurs principaux étaient allemands, mais l'extermination des Juifs à partir de 1941 en Ukraine n'aurait jamais pu se produire avec cette ampleur sans l'aide systématique des nazis ukrainiens. Et c'est ce qui est particulièrement insupportable pour quelqu'un qui est un petit peu, qui est quand même l'antifascisme et l'antinazisme chevillé au corps, de voir que les autorités ukrainiennes d'aujourd'hui ont transformé en héros nationaux des hommes qui ont participé à ces exterminations. Manu militari. On s'indigne en France quand quelqu'un veut ou donne l'impression de vouloir réhabiliter Pétain. Mais c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé en Ukraine. Beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que ce sont les exterminateurs eux-mêmes qui sont glorifiés. Voilà les principaux moteurs de mon livre.